I want to ask you about Justice Roberts' comments today. It's unusual for Justice Roberts to get involved in political discussions, but this talk about impeachment caused him to feel that he had to say something. Tell me a little bit more about this. Certaines déclarations, même archivées, modifient l'axe de fonctionnement entre les pouvoirs. Le 13 décembre 2025, pendant la session législative de la Chambre des représentants à Washington, une déclaration a interrompu le déroulement prévisible de cette session. Le député démocrate Al Green, du Texas, est monté à la tribune et a présenté une nouvelle résolution de destitution contre le président Donald Trump, énumérant 7 chefs d'accusation formels. Cette initiative, qui pouvait sembler isolée à première vue, a été approuvée par 140 parlementaires, créant un tournant qui a bouleversé la routine parlementaire et déplacé l'attention vers un sujet plus sensible. La volonté croissante du pouvoir législatif de formaliser ce qui, jusqu'alors, n'était que des critiques éparses. La résolution a été rapidement classée par la majorité républicaine grâce à une manœuvre réglementaire, mais le contenu du discours de Green, le soutien reçu et le moment où il a été présenté ont renforcé un changement de température entre les pouvoirs. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Il a révélé l'accumulation de tensions institutionnelles et la volonté croissante de certains secteurs de les convertir en actions formelles. La structure de la proposition, intitulée « Résolution de la Chambre Nero 537 », traitait des actions militaires ordonnées par le président sans l'autorisation du Congrès, ainsi que des allégations d'obstruction, d'abus de pouvoir et de comportements qui, selon l'argumentation de Green, compromettraient le pacte constitutionnel. Le choix de thèmes ayant des implications juridiques directes, telles que la violation de la loi sur les pouvoirs de guerre, a mis en évidence un scénario dans lequel l'exécutif, en élargissant unilatéralement sa marge de manœuvre, a commencé à tester les limites de la contention législative. Il ne s'agissait pas seulement d'un geste politique. La formalisation des arguments, l'articulation des accusations et la convocation de l'Assemblée plénière pour enregistrer le vote ont constitué une initiative dont le poids institutionnel était indéniable. La défaite procédurale de la proposition n'a pas effacé le fait central. Plus des 2/3 des députés démocrates se sont publiquement prononcés en faveur de la procédure. Cet épisode a rompu la stratégie du silence adoptée par une grande partie du Congrès, poussant les dirigeants du parti à se repositionner sur un sujet jusqu'alors traité avec une prudence stratégique. La réponse de l'exécutif a été protocolaire, sans entrer dans le fond juridique de la résolution. La Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué que les allégations étaient sans fondement et a qualifié ce geste de mouvement de groupes radicaux. En coulisses, cependant, cet épisode a donné lieu à des réunions d'urgence entre les alliés du gouvernement, alertés sur la nécessité d'éviter toute déclaration individuelle susceptible de renforcer la visibilité de la proposition. Parallèlement, les organes juridiques liés à l'exécutif ont été invités à examiner la légalité des actions militaires mentionnées par Green, bien qu'aucune déclaration publique n'ait été faite. Le choix d'une défense, sans contestation technique détaillée, a été interprété par les analystes comme un signe de crainte institutionnelle face au contenu articulé de la résolution. Dans ce contexte, le geste de Green a provoqué non seulement une réaction défensive immédiate, mais aussi un repositionnement des stratégies de la part du gouvernement et de ses alliés législatifs. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power. Depuis le premier mandat de Trump, le député présente successivement des textes à cette fin. La différence dans ce cas réside dans l'articulation du moment politique. La convergence de multiples facteurs, décisions judiciaires défavorables à l'exécutif, pressions internes au sein du Parti démocrate, disputes sur la transparence dans l'affaire Epstein et désaccords publics avec des figures centrales du financement de la campagne, a créé un terrain propice pour qu'une initiative auparavant isolée trouve un écho auprès d'une partie importante du groupe parlementaire.
L'épisode qui a débuté à la tribune a donc été perçu comme un signe que la contention institutionnelle, bien que fragilisée, reste active dans des secteurs importants du système. Le contexte dans lequel cela se produit, à la veille de nouvelles disputes électorales et sous l'accumulation de tensions non résolues entre les pouvoirs, renforce le poids procédural de ce geste. Dans ces moments-là, il est essentiel de comprendre les signaux émis au sein des institutions. C'est pourquoi cette chaîne continue de suivre attentivement chaque développement, en se concentrant toujours sur le contexte et la continuité du débat institutionnel. C'est dans ce contexte que l'on observe une reconfiguration institutionnelle en cours, marquée non seulement par une tentative de responsabilisation formelle, mais aussi par la manière dont différents organes et acteurs commencent à réagir face à l'accumulation d'épisodes impliquant l'exécutif. La résolution présentée par Al Green, qui rassemble dans un seul document des thèmes tels que les actions militaires non autorisées, la rhétorique hostile à l'égard des membres du Congrès et le non-respect des décisions judiciaires, est devenue un point de convergence des préoccupations qui jusqu'alors circulaient de manière isolée entre les pouvoirs. L'analyse technique de la résolution 537, qui mentionne directement le War Powers Act, élargit cette portée. Le texte soutient que le président a ordonné des opérations militaires offensives sans consultation ni autorisation préalable du Congrès, ce qui, si cela est prouvé, constitue une violation directe des prérogatives législatives consacrées par la Constitution. À partir de là, le débat n'est plus seulement politique. Il s'étend à un domaine normatif controversé, où différentes interprétations juridiques commencent à émerger. Cette convergence aide à comprendre la démarche des commissions spécialisées de la Chambre qui, dans les jours qui ont suivi la déclaration de Green, ont repris l'examen des procédures internes relatives au contrôle de l'usage de la force militaire par l'exécutif. Bien que cela n'ait pas été rendu public, il existe des traces de la réactivation des consultations auprès du Congressional Research Service et du service législatif de la Commission des affaires juridiques. Parallèlement, des experts constitutionnels ont commencé à publier des avis préliminaires remettant en question le modèle de décisions unilatérales adopté par le président lors des dernières opérations au Moyen-Orient. L'absence de communication formelle avec le Congrès, combinée au secret des justifications présentées uniquement à certains secteurs du Conseil national de sécurité, a déclenché des alertes sur la cohérence du contrôle interinstitutionnel. En fonction de l'approfondissement de ces analyses, le pouvoir législatif pourrait même revoir ses positions antérieures sur les limites du pouvoir de guerre du président, rouvrant ainsi un débat qui, historiquement, n'a lieu qu'en cas de graves conflits entre les pouvoirs. À partir de l'épisode déclenché par Green, on observe également un mouvement important au sein du pouvoir judiciaire. Bien qu'aucune décision n'ait été formalisée à ce jour, le contexte de multiples actions judiciaires en cours, allant du non-respect d'ordonnances à des soupçons d'entrave aux enquêtes fédérales, amplifie l'impact politique de la résolution même en dehors du Parlement. Certains magistrats fédéraux ont déjà émis des votes et des avis plus fermes, en particulier dans des affaires impliquant l'accès à des documents classifiés et la conduite des conseillers directs du président. Le sentiment que l'exécutif agirait pour entraver les enquêtes ou neutraliser les mécanismes de contrôle législatif alimente un climat de tension institutionnelle qui ne se limite pas aux couloirs du Congrès. Dans la pratique, l'accumulation de décisions judiciaires défavorables à la présidence au cours des derniers mois a créé un environnement juridique qui affaiblit la marge de manœuvre dont dispose la Maison-Blanche pour se défendre publiquement. Cette situation, ajoutée à la pression exercée par des segments indépendants de la société civile, renforce l'idée que la résolution proposée ne représente pas seulement une nouvelle tentative de responsabilisation, mais plutôt le reflet de malaise systémique qui dépasse les frontières partisanes. Des organisations spécialisées dans la transparence gouvernementale et des constitutionnalistes de divers courants idéologiques ont publié des notes techniques évaluant les fondements de la proposition et réitérant l'importance de maintenir des mécanismes actifs de responsabilisation, même si les chances d'un succès législatif immédiat sont réduites. Ce soutien, bien qu'informel, contribue à repositionner le débat public,
qui traite désormais le sujet non seulement comme un affrontement entre l'opposition et le gouvernement, mais aussi comme une question de gouvernance institutionnelle. La direction démocrate, initialement opposée à la proposition de Green, a commencé à émettre des signaux plus réceptifs dans les jours qui ont suivi. Bien qu'il n'ait pas officiellement pris fait et cause pour la résolution, les dirigeants du groupe parlementaire ont entamé des discussions afin d'unifier les critères relatifs aux futures tentatives formelles de responsabilisation. En interne, des analyses circulent sur le coût politique du maintien d'une position neutre face à des initiatives de plus en plus articulées et soutenues par divers secteurs du parti. Même si une nouvelle proposition n'est pas présentée immédiatement, on s'attend à ce que la base législative, qui a soutenu les 140 votes favorables, soit préservée comme un atout politique pour les négociations futures. Cela inclut la possibilité d'incorporer de nouveaux éléments dans les futures résolutions, comme l'éventuelle obstruction à la divulgation des archives Epstein, dont la date limite de publication coïncidait avec les jours suivant la déclaration de Green. Ce détail révèle l'un des aspects les plus stratégiques du mouvement. En articulant des événements distincts sous un même récit institutionnel, Green a non seulement anticipé les développements possibles, mais a également créé un modèle d'action qui pourrait être reproduit par d'autres parlementaires. La convergence entre des questions juridiques sensibles, telles que le secret abusif, l'entrave à l'enquête et l'utilisation abusive des prérogatives présidentielles, a commencé à être considérée comme un moyen de rendre le débat plus intense, dépassant le modèle des dénonciations fragmentées. La présence de juristes indépendants lors de récentes audiences à la Chambre renforce cette orientation, avec des témoignages qui évitent les conclusions catégoriques, mais soulignent un modèle de comportement institutionnel qui mérite, à tout le moins, un examen formel. Le champ institutionnel commence ainsi à se réorganiser autour d'une demande d'éclaircissement public systématique fondée sur la loi et axée sur le fonctionnement du système de freins et contrepoids. Face à cette réorganisation, il devient de plus en plus nécessaire de suivre non seulement les grandes annonces, mais aussi les petits signes de mouvements législatifs et judiciaires qui indiquent des transformations en cours. C'est précisément cette lecture élargie, basée sur le contexte et la continuité, que ce canal se propose d'offrir dans chaque nouvelle analyse. L'évaluation de la portée institutionnelle de la résolution présentée par Al Green reste entourée d'interprétations divergentes, et l'absence d'un consensus entre juristes, parlementaires et analystes politiques témoigne de la gravité du moment. Pour certains observateurs, cette initiative doit être interprétée comme un geste calculé visant davantage à exercer une pression politique sur la base républicaine qu'à produire des effets juridiques immédiats. D'autres soutiennent qu'en rassemblant des accusations structurées sur la base de fondements juridiques identifiables, Green a ouvert une nouvelle étape dans l'exercice du contrôle législatif sur l'exécutif, indépendamment de la faisabilité politique d'une procédure formelle de destitution. Sur ce point, le débat se déplace vers les limites concrètes de la responsabilisation dans un contexte de majorité législative défavorable. Certains constitutionnalistes soulignent que le simple fait de formaliser l'enregistrement en séance plénière avec un soutien numériquement significatif crée un document qui peut être repris par les législatures futures ou par les instances judiciaires. Dans cette optique, même si elle est classée, la résolution reste un document de référence institutionnel, et cet effet n'est pas considéré comme secondaire. Des désaccords subsistent également quant à la logique d'articulation entre les épisodes réunis dans le texte. Les critiques d'orientation conservatrice affirment que la combinaison de thèmes distincts, tels que les déclarations publiques sur les réseaux sociaux, les décisions liées aux opérations militaires et la résistance aux enquêtes, affaiblit la précision juridique de l'argument central. En revanche, les défenseurs de la proposition soutiennent que cette diversité est précisément ce qui permet d'identifier un comportement récurrent, marqué par l'utilisation répétée des prérogatives présidentielles en tension avec les principes constitutionnels de limitation du pouvoir et de responsabilité. Dans cette optique, il ne s'agit pas d'une liste dispersée de faits, mais de la construction d'un tableau global qui nécessite une évaluation systémique.
Le conflit entre ces interprétations reflète un débat plus large sur le fonctionnement du présidentialisme contemporain aux États-Unis et sur les limites effectives de l'action institutionnelle face à l'expansion du pouvoir exécutif. Au sein du Parti démocrate, l'initiative de Green a également été accueillie de manière inégale. Les secteurs les plus prudents avertissent que l'importance accordée aux plaintes formelles pourrait détourner l'attention de l'électorat des questions économiques et sociales considérées comme plus urgentes. Ces groupes font valoir que la répétition de tentatives d'impeachment sans résultat concret tend à banaliser l'exceptionnalité institutionnelle et à susciter l'usure auprès des électeurs modérés. À l'inverse, les courants plus engagés en faveur de la responsabilité directe soutiennent que le fait d'éviter la confrontation juridique pour des raisons politiques ne fait que renforcer le sentiment d'impunité. Pour ces secteurs, la présentation de résolutions, même sans perspective immédiate d'approbation, remplit la fonction d'enregistrer institutionnellement l'opposition d'une partie du pouvoir législatif à des comportements considérés comme incompatibles avec l'exercice de la présidence. Parmi les spécialistes du droit constitutionnel, l'une des controverses les plus sensibles concerne l'utilisation du War Powers Act comme fondement de la destitution. Certains juristes font remarquer que ce dispositif a été interprété historiquement avec une grande marge de flexibilité et que sa violation, bien que pertinente, n'est pas toujours considérée comme une base suffisante pour justifier une destitution. D'autres rappellent qu'il existe des précédents législatifs dans lesquels des motifs similaires ont été utilisés pour tenir des membres de l'exécutif responsable, notamment dans le cadre d'opérations militaires menées sans autorisation formelle. L'absence de jurisprudence consolidée sur le sujet renforce le caractère interprétatif du litige et place cette zone d'incertitude au centre des affrontements actuels entre le pouvoir législatif, l'exécutif et certains secteurs de la société civile. Ce qui est en discussion, ce n'est pas seulement la légalité d'un acte isolé, mais la définition de paramètres futurs pour la relation entre les pouvoirs dans des situations de conflit ou d'exception. Un autre sujet de tension analytique concerne la relation entre la résolution et les délais légaux pour la divulgation de documents confidentiels, en particulier ceux liés à la loi sur la transparence approuvée lors du mandat précédent. L'interprétation selon laquelle le non-respect de ces délais pourrait constituer une obstruction institutionnelle continue de diviser les experts. Certains analystes soutiennent que le non-respect formel des dispositions légales sanctionnées par l'exécutif lui-même renforce l'hypothèse d'une mauvaise foi délibérée. D'autres considèrent que les retards administratifs, même s'ils sont politiquement sensibles, ne constituent pas nécessairement un délit de responsabilité. Cette divergence met en évidence un point délicat de l'architecture institutionnelle des États-Unis d'Amérique, dans laquelle l'application de sanctions juridiques dans le contexte présidentiel dépend fortement des médiations politiques. La Constitution établit des lignes directrices générales, mais c'est l'environnement politique qui conditionne son efficacité. Lorsque cet environnement est fragmenté, le système fonctionne dans une zone d'ambiguïté fonctionnelle. Parallèlement, les questions se multiplient quant à la capacité du pouvoir législatif à exercer efficacement sa fonction de contrôle. Le soutien formel de 140 parlementaires à l'examen d'une résolution qui a ensuite été classée sans suite soulève des doutes quant à la force pratique de la Chambre lorsque la majorité législative agit comme un bouclier pour l'exécutif. Certains analystes voient dans ce chiffre le signe d'un possible revirement politique susceptible de s'amplifier au cours des prochains cycles. D'autres estiment que, sans modification de la corrélation interne des forces, les initiatives de ce type ont tendance à se limiter à l'enregistrement historique, sans effet structurant immédiat. Néanmoins, les deux interprétations reconnaissent que cet épisode indique un changement dans la disposition d'une partie du Congrès à s'opposer formellement à l'expansion du pouvoir présidentiel, même avec des instruments limités.
Du point de vue de l'opinion publique, les effets restent incertains. 6 weeks Des ago, sondages récents indiquent stood- que l'électorat accorde une plus grande attention aux questions liées à la transparence institutionnelle et à la responsabilité des autorités, mais révèlent également un scepticisme quant à l'efficacité des mécanismes disponibles. Ce scénario place les parlementaires dans une position ambiguë, poussés à agir, mais conscients des limites opérationnelles et des risques électoraux que cela implique. Ce dilemme aide à expliquer la stratégie progressive adoptée par Green, qui a signalé son intention de présenter de nouvelles résolutions tout au long de l'année, en y incorporant des éléments supplémentaires à mesure que de nouveaux faits seront rendus publics. La logique de cette approche semble être de maintenir le sujet en circulation continue, obligeant la base gouvernementale à se positionner à plusieurs reprises face à des épisodes documentés. Cette stratégie progressive, détachée de toute attente de succès immédiat, élargit l'horizon du débat au-delà de la législature actuelle. Pour certains analystes, il s'agit d'un effort délibéré visant à constituer un corpus institutionnel qui pourra servir de base à de futures enquêtes, révisions historiques ou actions en justice en cas de changement dans la composition des pouvoirs. En transformant le Congrès en un espace permanent d'enregistrement des objections formelles au comportement de l'exécutif, Green et ses alliés opèrent selon une logique de contention différée, dont les effets dépassent le calendrier électoral immédiat. Certains interprètent ce mouvement comme un signe de maturation institutionnelle. D'autres y voient la preuve d'une paralysie pratique face à un exécutif qui agit à la limite de la légalité. Au milieu de ces interprétations contradictoires, il reste évident que la relation entre les pouvoirs n'a pas encore atteint un point d'équilibre stable. Le Congrès oscille entre des initiatives formelles de contention et des blocages procéduraux. L'exécutif avance dans des zones d'incertitude institutionnelle, soutenues par des majorités circonstancielles. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, intervient de manière sélective, agissant ponctuellement, mais en évitant de jouer un rôle continu. Il en résulte un scénario d'instabilité prolongée, dans lequel chaque nouvel épisode, même lorsqu'il est classé, redéfinit les termes du débat et ajuste les limites d'action de chaque instance. Dans ce contexte encore incertain, le suivi critique joue un rôle central. Ce canal continuera à observer les mouvements, à enregistrer les développements institutionnels et à organiser les éléments d'un processus qui reste en cours, sans issue définie et dont les implications s'étendent bien au-delà du moment présent.